Salut tout le monde. Bon, si j'étais cynique, je dirais que j'en ai marre de parler de la Russie, mais je peux pas vraiment le dire de cette façon et j'ai pas envie de le dire non plus avec les horribles attentats qui viennent d'avoir lieu. Au minimum 80 morts maintenant, autour de 200 blessés. Ce chiffre 80 morts, 200 blessés, il revient assez souvent dans les statistiques malheureusement. Et il fallait impérativement qu'on ouvrit l'octogone là-dessus. Alors, euh, c'est le moment, je pense, de faire un petit point historique, toujours pour donner une perspective, parce qu'après tout, l'octogone est un bi-hebdomadaire. Peut-être qu'on en fera des versions hebdomadaires ou bien des versions technologiques, j'y réfléchis. Mais bon, l'idée, c'est d'être un peu sur la ligne éditoriale du monde diplomatique, par exemple, et de donner de la profondeur, d'essayer de replacer les événements, même les plus horribles, les plus tragiques, les plus sanglants, comme cet attentat, dans leur contexte. Et il y a un contexte qui est évidemment l'intervention d'État dans des activités terroristes à travers le monde. Loin de moi l'idée, bien sûr, de dire que la CIA ait pu participer de près ou de loin, ou même être au courant, ou même envisager d'avoir eu connaissance donc de ces événements, ou même d'avoir des contacts directs avec leurs perpétrateurs. Mais il est vrai et factuel, ça je dois loyalement vous le rapporter, que l'ambassade américaine avait émis une alerte pour ses ressortissants 48 heures avant ces attentats. Et puis après, on doit tout de même aussi revenir sur le terrorisme d'État en général. On peut prendre bien sûr celui des États-Unis en particulier. Ils n'ont pas forcément le monopole en matière de terrorisme d'État, simplement être la première puissance mondiale, aussi bien en matière de renseignement que de diplomatie, que d'influence, de géopolitique. Forcément fait de vous quelqu'un qui aura un certain pédigré en matière de terrorisme d'État. Qu'est-ce qu'on entend par terrorisme d'État ? Bien sûr, on entend des actes de terreur qui ont été commis par des États. Pour les Néo-Zélandais, par exemple, il est marquant de rappeler que, dans leur perspective, le premier attentat terroriste jamais commis sur leur sol l'a été par une puissance alliée, à savoir la France. Une puissance qu'ils ont contribué à libérer pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, le Rainbow Warrior est, en toute matière légale, un attentat terroriste perpétré par un État, puisque c'était la DGSE qui l'avait perpétré sur l'ordre de François Mitterrand. Au passage, à l'époque, Jacques Chirac avait les preuves de ce que Mitterrand avait ordonné, l'explosion du Rainbow Warrior qui a entraîné donc la mort d'un photographe innocent. Et il avait refusé de publier ces preuves dans son grand débat de 88 avec François Mitterrand, le fameux débat qu'il avait perdu à base du légendaire « Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre ». Bien, à l'époque, Charles Pasqua avait rapporté que Chirac avait dans ses documents la déclaration signée d'un amiral français qui confirmait que c'était Mitterrand qui lui avait donné l'ordre de faire péter le Rainbow Warrior, causant donc le premier acte terroriste sur le sol néo-zélandais par une armée alliée. Bien sûr, il y a eu un acte terroriste infiniment plus grave, qui est l'attentat de Christchurch, où là vous avez eu un massacre en pleine mosquée, qui a fait beaucoup plus de morts. C'était pas a priori du terrorisme d'État, mais le Rainbow Warrior l'était. Alors en matière de terrorisme d'État, maintenant, bon, la Russie a elle-même son lot d'œuvres de bienfaisance, mais les États-Unis sont recordmen du monde. Alors, je peux vous donner quelques exemples de rôle de la CIA dans le terrorisme international. Vous avez la guerre de Colombie dans les années 1960, où les paramilitaires d'extrême droite, donc qui ont commis des crimes contre l'humanité, qui ont commis des atrocités, ont été soutenus ouvertement par la CIA. Tous les 10 à 20 ans, c'est déclassifié. Donc vous avez une certaine presse qui dit « mais ça y est, c'est le passé ». Alors la CIA, l'OSS existe depuis les années 40, la CIA existe juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'évolution de l'OSS, l'Office of Strategic Service. Et tous les 10 ans, vous avez une purge, vous avez des journalistes de connivence, et l'opération Mockingbird montre à quel point ce sont des journalistes de connivence, puisque vous avez vraiment une infiltration délibérée par la CIA d'une certaine presse, y compris à l'échelle nationale, ce qui pose un problème non seulement déontologique mais légal, c'est-à-dire l'intervention de la CIA sur le sol américain. Mais elle pouvait le justifier en disant écoutez, c'est tout simplement parce que nous avons besoin de couverture pour nos agents, et une bonne couverture, c'est d'être journaliste au Washington Post par exemple. C'est-à-dire, je continue. Donc années 60, paramilitaires d'extrême droite, entre autres, je vous fais un petit parcours. Bien sûr, vous avez eu les attentats de Bologne. Alors les attentats de Bologne, c'est fascinant parce que c'est vraiment le modèle
de l'anticomplotisme failli. C'est-à-dire que les attentats de Bologne ont été délibérément organisés par l'extrême droite italienne pour décrédibiliser l'extrême gauche italienne. Bologne-la-Rouge, on l'appelait pas Bologne-la-Rouge pour la couleur des briques. Et cet attentat a été attribué à l'extrême gauche à l'époque, donc il a fait 80 morts, autour de 80 morts et 200 blessés. Et c'est de l'ordre de ce qui s'est passé en Russie. Cet attentat avait été attribué à l'extrême gauche, exactement comme l'incendie, qui était un attentat à l'incendie du Reichstag, avait été organisé par les nazis pour décrédibiliser la gauche allemande. Et évidemment, il s'est avéré que c'était les fascistes italiens, organisés proches du réseau Gladio, sur lequel on va revenir. Le réseau Gladio, c'est sûr que la CIA était impliquée dedans. C'est d'ailleurs ce qu'a revendiqué Giulio Andreotti. Et il l'a déclaré officiellement, donc en tant que chef de l'État italien, président du Conseil, chef de l'exécutif italien, précisément pas chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le président de la République en Italie. Eh bien, Giulio Andreotti avait été très clair sur le fait que la CIA avait structuré le réseau Gladio. Et d'ailleurs, il y avait eu tout un quiproquo dans des déclarations de Barack Obama qui avait dit d'abord Gladio n'a jamais existé, puis ensuite il avait dit il a jamais existé, puis d'ailleurs on l'a dissous. C'est un peu comme les diamants de Bokassa avec Giscard d'Estaing. Ils ont jamais existé, je les ai jamais reçus, puis d'ailleurs vous savez ils étaient pas bien gros. Alors, les attentats de Bologne, il s'est avéré qu'ils avaient été perpétrés, donc c'est une abomination, 80 morts et 200 blessés. Dont des femmes et des enfants, par un groupe Nuclei Armati Rivoluzionari. Alors, nuclei, c'est du pluriel. Ils étaient plusieurs, ces noyaux, et en réalité, ils étaient liés donc à Gladio, le réseau de Stay Behind de la CIA. Alors, je vais pas non plus systématiquement vous dire que il y avait que la CIA qui faisait ça, parce que ça serait faux. Quand on voit les atrocités que les Russes ont commises, notamment en Afghanistan pendant la guerre froide, on peut absolument pas dire qu'il y avait que la CIA qui était spécialisée dans les coups tordus, mais tout de même, elle a un sacré palmarès. Alors je continue, vous avez le vol 455 de la Cubana de Aviación en 1976, où là vous avez donc tout un avion qui a été fait péter en plein vol avec toutes les victimes innocentes que ça implique. Plusieurs analystes et plusieurs politiciens américains ont déclaré, et plusieurs sources d'une façon générale ont déclaré que la CIA était au courant et que les perpétrateurs étaient en lien direct avec la CIA. Alors est-ce qu'elle l'avait elle-même commandité ou pas ? Le métier de la CIA, c'est quand même d'obtenir un déni plausible et de pas laisser de traces. Je veux dire, c'est la base des bases et en tant que première agence de renseignement au monde, elle est particulièrement compétente pour cela. Les attentats de Beyrouth en 1985, alors précisément l'attentat à la voiture piégée, 80 morts et 200 blessés. Je fais pas les stats, mais c'est le chiffre statistique peut-être pour les tailles d'explosifs qui sont utilisés, notamment pour les voitures piégées. Je pense qu'on peut pas vraiment placer plus d'explosifs dans une voiture. C'est peut-être pour ça qu'on obtient ces chiffres assez régulièrement. Quoi qu'il en soit, cet attentat a aussi été perpétré par un groupe qui était en contact direct avec la CIA, même si on peut douter ou pas de ce que la CIA les perpétrait elle-même. Los Pepes en Colombie toujours. Alors Los Pepes, c'est Los Perseguidos por Pablo Escobar. C'était donc un groupe qui luttait contre Pablo Escobar. Alors, la relation entre la CIA et Pablo Escobar a toujours été très complexe. D'abord, la CIA voulait lutter bien sûr contre les FARC, les terroristes marxistes, s'était allié avec des factions d'extrême droite paramilitaires. Los Pepes étaient des factions d'extrême droite, était une faction d'extrême droite paramilitaire. Simplement, Los Pepes ont commencé à émerger quand Pablo Escobar a emmerdé la CIA, notamment en s'alliant avec différentes factions marxistes, par opportunisme, pas parce qu'il était marxiste lui-même. Et la CIA, donc, dans les années 80, ou début 80, fin 70, avait soutenu les narcotrafiquants pour plein de raisons. Leur lien avec le Panama, leur capacité à transférer du cash, notamment dans l'affaire Iran-Contras, dans laquelle la CIA était largement impliquée. Et puis ensuite, quand la guerre froide a cessé et que l'ingérence russe ou l'influence, plutôt dire l'influence que l'ingérence, parce que c'est pas la même chose. Les Russes ont fait de l'ingérence, mais là, en l'occurrence, c'était de l'influence. En Amérique du Sud, était devenue moins dangereuse. Et à ce moment-là, il a fallu se débarrasser d'Escobar, ce qui fut fait promptement. On a des preuves de liens de Los Pepes avec la CIA. Los Pepes qui commettait des crimes extrêmement graves. Enfin, des liens avec la CIA déclassifiés par le Freedom of Information Act, dans le cas de Los Pepes, qui étaient publiés dans le Pepes Project, qui était un site web qui a sauté.
Si vous cherchez le Pepes Project aujourd'hui, il n'existe plus, vous avez une erreur 404. Bon, c'est toujours assez marrant. Alors, après, vous avez des trucs plus graves. Vous avez Erdogan qui a publiquement accusé, et il s'y connaît en matière de renseignement, Erdogan, hein, dans les réseaux de l'OTAN. Il a été en lien avec la CIA à plusieurs reprises. Puis la position stratégique de la Turquie fait nécessairement qu'il était en lien avec la CIA pendant très longtemps. Erdogan a publiquement accusé la CIA d'avoir soutenu l'Émirat islamique en Syrie. Donc là, quand même, les taux se resserrent. Et puis, vous avez carrément Hamid Karzai. Alors là, c'est un cran au-dessus parce que Hamid Karzai était de façon absolument certaine et su de tous le pion des États-Unis en Afghanistan, après l'invasion américaine de l'Afghanistan. Et Hamid Karzai a déclaré « Je ne peux pas faire la différence entre l'Émirat islamique et les États-Unis ». Donald Trump a déclaré « L'Émirat islamique est une création de Barack Obama et d'Hillary Clinton ». Rand Paul a porté les mêmes accusations au Sénat. Et puis bien sûr, vous avez eu le cas de l'opération Timber Sycamore. Alors, Timber Sycamore, c'est intéressant parce que c'était déclaré comme une théorie du complot au départ, comme toujours, hein. Je rappelle que le mot conspiracy theory, théorie du complot, a été popularisé pour décrédibiliser celles et ceux qui pensaient que l'assassinat de Kennedy avait impliqué la CIA. Bon, aujourd'hui, newsflash, tout le monde sait que l'assassinat de Kennedy a impliqué la CIA. C'est tellement de notoriété publique que Martin Scorsese en parle ouvertement dans son dernier grand film sur Netflix, The Irishman, mais Oliver Stone en parlait. Et puis il faut voir ce que Kennedy disait de la CIA. Je vais la détruire, je vais l'éclater, l'exploser en milliers de morceaux. Et il faut voir aussi ce que la CIA disait de Kennedy dans l'autre sens à l'époque, hein. Kennedy était devenu un vrai problème, il fallait l'assassiner. La CIA a utilisé notamment la mafia, qu'elle utilisait déjà pour avoir un contrôle sur le FBI. C'est très intéressant parce que le FBI est plus ancien que la CIA. Il date d'avant la Deuxième Guerre mondiale, même de juste après la Première Guerre mondiale. Et il se trouve que notamment Frank Costello avait des dossiers sur Hoover. Frank Costello, qui était le parrain de la famille Genovese avant qu'elle devienne la famille, qui était le parrain de la famille Luciano, pardon, avant qu'elle devienne la famille Genovese, avec le coup d'état de Vito Genovese sur cette famille. Et c'est important, pourquoi je donne ces détails, parce que l'OSS avait utilisé la famille de Lucky Luciano, qui allait devenir la famille Genovese, pour l'invasion de Sicile, l'opération Husky, si ma mémoire est bonne. Et du coup, la CIA a gardé des contacts, quand elle était encore l'OSS, très importants avec la mafia. Et pour bien se faire voir de la CIA, la mafia lui a confié les dossiers qu'elle avait sur Edgar Hoover. Ce qui fait que très rapidement, la CIA a eu un contre-pouvoir sur un des hommes les plus puissants des États-Unis, qui pouvait faire et défaire des réputations, et qui était Edgar Hoover. Donc ce qui se disait, c'était que Frank Costello avait des documents compromettants sur l'homosexualité d'Edgar Hoover, laquelle homosexualité était refoulée puisque Edgar Hoover était aussi publiquement très homophobe et très conservateur. Et donc ça aurait pu l'embarrasser, bien entendu. En utilisant ces documents que Frank Costello aurait remis, eh bien la CIA avait un moyen de pression sur le FBI, qui pourtant est censé être le contre-pouvoir de la CIA aux États-Unis. C'est probablement pour ça que la CIA a pu faire opérer de façon aussi frontale sur le territoire américain, ce qui bien sûr est un problème sur le plan démocratique. Mais ça, bon, c'est pas le sujet principal, bien sûr, de cette partie-là de l'Octogone. Le sujet est les attentats de Moscou ont été revendiqués par l'État islamique. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, la vidéo, l'utilisation de la vidéo, des bases de ce que l'État islamique a utilisé? Ça laisse des doutes. Et je dois loyalement vous dire que on peut pas directement accuser, même ne serait-ce que l'État islamique en l'état tout de suite, à 100%. Bien sûr que c'est quand même le suspect numéro 1, vu la revendication qui a été publiée, mais prudence. Cela dit, l'État islamique est très lié avec la CIA, c'est une certitude. Alors je reviens sur l'opération Timber Sycamore. C'était donc la fourniture d'armes par les États-Unis aux mouvements extrémistes en Syrie parce qu'ils étaient contre Bachar al-Assad, selon les bonnes vieilles pratiques de la guerre froide, à savoir utiliser les fondamentalistes contre les partis plutôt laïques, plutôt marxistes, comme le Baas, et les partis issus du Baas, comme l'assise du pouvoir aujourd'hui de Bachar el-Assad. Donc l'opération Timber Sycamore avait été présentée comme une théorie du complot, comme d'habitude.
Maintenant, vous connaissez un peu la règle. Si c'est présenté comme une théorie du complot, c'est qu'il faut aller chercher dans cette direction. Aux surprises, l'opération Timber Sycamore a été révélée avoir vraiment existé et c'est quelque chose de gravissime. Donc, dans le contexte, Erdogan qui accuse la CIA d'avoir soutenu l'Émirat islamique, Hamid Karzai qui déclare « Je ne peux pas faire la différence entre l'Émirat islamique et les USA » alors que Hamid Karzai est un pion des États-Unis formé par l'entreprise pétrolière Unocal dans laquelle Condoleezza Rice a fait carrière. Et Donald Trump qui déclare l'Émirat islamique est une création de Barack Obama, d'Hillary Clinton, Rand Paul qui le rapporte. Bon, là quand même on a un faisceau sur ce qui aurait pu se passer à Moscou, mais loyalement c'est pas du 100%, faites-vous votre propre opinion. Vous avez aussi bien sûr d'autres raisons de penser que ça peut être une rétorsion vis-à-vis de certains pays qui sont un peu agacés de la posture de Moscou. Ces pays pourraient être l'Ukraine ou d'autres pays qui sont capables d'organiser des attentats via leur réseau. Ça peut faire penser aussi aux attentats de Karachi. Alors les attentats de Karachi n'ont pas été réalisés et perpétrés sur le sol français, mais ils ont ciblé spécifiquement des ressortissants français. Alors rappelez-vous, c'est le juge Trévidic qui avait enquêté sur ces attentats et qui avait acquis la ferme conviction qu'il était très plausible que ces attentats fussent orchestrés du fait du non-versement des rétrocommissions de la vente de sous-marins français au Pakistan. Et bien sûr, le gouvernement pakistanais attendait ces rétrocommissions. Le passage au gouvernement Jospin a verrouillé ces rétrocommissions et les a pas versées. Le gouvernement pakistanais n'en a pas été très content et a décidé de cibler des ressortissants français, ce qui fait que des vies françaises ont été mises en danger par la structuration d'un contrat de rétrocommission qui impliquait à l'époque notamment Nicolas Sarkozy. Et même si la justice française n'a pas fait toute la lumière et ne fera, soyons assez certains de ça, ne fera jamais toute la lumière sur cette affaire, on avait bien un cas de terrorisme d'État perpétré en rétorsion. Est-ce que c'est le cas pour les attentats de Moscou ? Moi, très personnellement, c'est ce que je pense, mais en aucun cas, vous ne devez penser comme je pense. C'est un point tout de même important. Là, je vous ai donné le pédigré de la CIA, mais vous avez d'autres suspects et vous avez d'autres scénarios plausibles et possibles sur ces attentats absolument dévastateurs. Alors, cela dit, dépêche suivante. Washington avait averti la Russie du risque terroriste. De la même façon que Vladimir Poutine avait averti le 9 septembre de l'imminence d'un événement très important de terrorisme sur le sol américain. Il faut se rappeler tout de même que le 9 septembre 2001, c'était le jour où le commandant Ahmad Shah Massoud avait été assassiné par les talibans. Donc là aussi, les Russes qui avaient maintenu un réseau de renseignement très important au Pakistan et en Afghanistan avaient des raisons de croire qu'un attentat était imminent. Mais ça faisait pas d'eux les perpétrateurs de cet attentat. Bon, je lis la dépêche, les États-Unis avaient mis en garde la Russie en mars contre une attaque terroriste susceptible de viser de grands rassemblements à Moscou, a déclaré la Maison-Blanche vendredi quelques heures après l'attentat. Au début de ce mois, le gouvernement américain disposait, alors ça c'est la citation, disposait d'informations sur un projet d'attentat terroriste à Moscou visant potentiellement de grands rassemblements, y compris des concerts, et Washington a partagé ces informations avec les autorités russes, a déclaré Adrienne Watson, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain. Toujours selon Watson, le gouvernement du président Joe Biden a appliqué une politique de longue date de devoir d'alerte, en vertu de laquelle les États-Unis préviennent les pays visés lorsqu'ils reçoivent des renseignements sur des menaces spécifiques d'enlèvement ou d'assassinat. Dépêche suivante, l'Ukraine rejette toute responsabilité. Très personnellement, je pense pas que l'Ukraine soit responsable de ces attentats. Mais en tout cas, l'Ukraine déclare qu'elle n'a rien à voir avec la fusillade à Moscou, a déclaré un conseiller de la présidence ukrainienne en les qualifiant d'actes terroristes. Les combattants russes pro-Ukraine ont aussi nié toute implication dans cette attaque. La Légion Liberté de la Russie, un groupe de combattants russes anti-Kremlin basé en Ukraine, a souligné qu'elle ne combattait pas les civils russes et a rendu responsable le régime terroriste de Poutine. Bon, bien sûr, ça c'est une rhétorique d'usage. Je suis assez aligné sur le fait que l'Ukraine n'est pas responsable de ces attentats, mais pour moi la possibilité que ce soit Washington reste très grande, mais encore une fois, ne pensez pas nécessairement comme moi, faites-vous votre propre opinion. Ce en parlant de quoi ?
Je dois faire un addendum loyal. Vous avez plusieurs journalistes, notamment de Valeurs Actuelles, qui m'ont contacté à la suite de mon rapport il y a 2 semaines sur les prises de position de Candace Owens. Alors j'insiste, Candace Owens, c'est pas du 100% mainstream aux États-Unis, mais c'est quand même quelqu'un d'extraordinairement suivi. Hein. C'est comme si vous aviez André Berkoff en France, et même moins, comment dire, la ligne éditoriale de Candace Owens est un peu différente de celle d'André Berkoff, mais c'est quand même quelqu'un qui est extraordinairement écouté et qui a sorti l'affaire Jean-Michel Trogneux comme ça, en plein jour, au grand jour, pardon, mais à une heure de grande écoute, même si c'est sur Internet, et il fallait le rapporter. Maintenant, j'ai donc plusieurs journalistes qui m'ont dit que selon eux, cette version avait été débunkée, que Jean-Michel Trogneux a été contacté et a été identifié, et que il y a plusieurs raisons de penser que cette version est une déstabilisation de différentes natures. Alors là aussi, je vous le rapporte loyalement, toute la lumière n'a pas été faite là-dessus. Mais il est vrai que l'existence de différentes compromissions sur la Macronie en général demeure, que ce soit des dossiers dont Donald Trump aurait été détenteur, des dossiers qu'il aurait détenus personnellement dans sa résidence de Mar-a-Lago en Floride, lesquels dossiers auraient été le FBI aurait tenté d'obtenir et aurait peut-être obtenu. Le fait que Donald Trump ait voulu garder ces dossiers par devers lui dans sa résidence personnelle est très intéressant aussi, très suspect mais très intéressant. Et puis, ça lui a été reproché par des cours américaines, puisque on peut plaider qu'il n'avait pas le droit de le faire, mais bon, Biden l'a fait, Hillary Clinton l'a fait, etc. Donc, c'est quelque chose qui est délicat, mais on sait que la justice américaine est très partiale vis-à-vis de certains politiciens, et Trump en fait partie. Donc, pour résumer, faites-vous votre propre opinion. Je pense pas à 100% que ce soit une affaire qui soit exacte telle que présentée par Candace Owens. Mais je pense qu'il existe des compromates importants concernant les réseaux d'Emmanuel Macron sur lesquels toute la lumière ne sera jamais faite en France. Ça, faut pas rêver une seule seconde, ça n'arrivera pas. Mais dont certaines agences de renseignement comme le FBI ou certaines personnes comme Donald Trump et ses réseaux puissent avoir des éléments. Et je pense bien évidemment dans une lettre d'information, dans un journal comme l'Octogone, que vous devez être conscient de cela. Mais faites-vous votre propre opinion là aussi. J'ai aucune raison de prêcher dans un sens ou dans l'autre. Alors, toujours maintenant sur les attentats de Moscou, un homme arrêté pour espionnage au profit de l'Ukraine dans l'Orient russe, donc à Komsomolsk précisément. Le service de sécurité russe, le FSB, a annoncé avoir arrêté autour de Komsomolsk un homme accusé d'avoir voulu fournir à l'Ukraine des informations sur une entreprise locale du secteur de la défense pour l'organisation de futurs sabotages. Les arrestations pour trahison ou préparation d'actes de sabotage se sont multipliées en Russie depuis le début de l'assaut contre l'Ukraine il y a 2 ans. Ces affaires sont le plus souvent classées secrètes et les procès tenus à huis clos. Selon le FSB, ce résident de Komsomolsk a contacté proactivement sur Internet des représentants du renseignement ukrainien dans le but de transférer des informations révélant les activités d'une entreprise de défense de la région de Khabarovsk. Car vous savez, le complexe militaro-industriel russe est encore partiellement basé sur les fameuses monovilles de la guerre froide, qui étaient des villes fermées, dans lesquelles il y avait une seule grande activité industrielle, typiquement la fabrication de chars ou d'avions ou d'ogives nucléaires. Et cela fait que c'est souvent en Extrême-Orient russe que vous avez ce genre d'affaires. Dépêche suivante, la Russie formalise la victoire de Poutine, rejette toute fraude électorale. Oui, accessoirement. Je voulais rappeler les propos de Yossi Cohen, l'ancien chef du Mossad à l'université Tufts. C'est quand même d'ailleurs assez particulier. Vous aurez jamais un patron du SVR russe, par exemple, et le SVR est l'équivalent du Mossad, qui va s'exprimer à une université, même d'un pays allié. Dans le cas de Yossi Cohen du Mossad, c'était aux États-Unis, pays allié, mais tout de même. Et Yossi Cohen avait fait des déclarations particulièrement intéressantes, surtout de la part de quelqu'un qui est censé avoir une réserve assez absolue en matière de renseignement. Et les déclarations qu'il avait faites méritaient qu'on s'y arrête. C'est pour ça que j'en ai parlé, notamment dans mon interview avec Pierre Conessa ou d'autres. Parce qu'elles détruisent complètement
Mais alors complètement, le narratif de presse qui est vraiment orwellien, qui est digne de 1984, qu'on nous présente en France sur les 45 cancers de Poutine et sur l'imminence de sa déstabilisation, sur le fait qu'il va être renversé d'une ou 10 manières différentes, comme certains colonels de plateau nous le disaient en France. D'ailleurs, les Incorrectibles d'Éric Morillo ont fait une émission très intéressante là-dessus, le C'est pas nous, je vous conseille de la regarder, elle est vraiment bien. Donc c'est une parodie humoristique et c'est vrai que les parodies humoristiques, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en matière d'information du public et surtout de démontage du narratif orwellien qu'on nous impose, à savoir Poutine a 45 000 cancers et la totalité de ce qui se passe mal en France est de sa faute, comme les punaises de lit, les rats à Paris ou la Seine qui est polluée et bien sûr les gilets jaunes. Et cette émission, le C'est pas nous d'Éric Morillo, a voulu parodier ça et l'a très très bien fait. Donc je les salue vraiment parce que il démontre à quel point c'est des crimes de presse en fait. Parce que dire le contraire de ce que les gens du cru disent, c'est désinformer le public de façon délibérée. Or, Yossi Cohen donc dit, qui est un professionnel du renseignement par définition, disait bien le contraire de ce qui était déclaré dans des émissions comme celle qui est parodiée par C'est pas nous. Et Yossi Cohen avait donc dit, écoutez, faut arrêter avec Poutine parce que le mec, il est sûr d'être au pouvoir jusqu'au milieu des années 2030. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, sa position est consolidée jusqu'au milieu des années 2030. Alors arrêtez de dire n'importe quoi parce qu'il est encore là pour 10 ans, le mec. 12 ans même. Et c'est exact. Et sa réélection le confirme. Et il est populaire pour tout un tas de raisons. À commencer par le fait que il est vu et vécu et perçu en Russie comme l'homme providentiel qui a pu redresser la Russie après les abominations des années 90 dans lesquelles vous aviez des rafales de calage dans les rues, la mafia qui contrôlait le pays, de la corruption à tous les étages et puis surtout une espérance de vie à la naissance qui était retombée à 59 ans pour un homme en Russie. Enfin, ça a été vécu comme un traumatisme les années 90 en Russie. Et Poutine est encore vécu aujourd'hui par plus de 2 générations comme le politicien qui a redressé le pays à la suite de cela. Et ça lui donne une assise électorale qui sera toujours supérieure à 55%. Après, là aujourd'hui, on est sur des scores de 77%. Voilà, 77, attendez, non, Monsieur Poutine a obtenu 87,28% des voix. Le taux de participation a atteint 77,49%. Même si on peut légitimement remettre en question le 87, on a une base électorale du parti de Vladimir Poutine qui est supérieure à 55, à l'aise à l'échelle du pays. Et donc même si un score de 87,28, on peut légitimement le remettre en question, en réalité, l'assise électorale de Poutine reste fermement ancrée dans le pays. Et ça, c'est bien ce que Yossi Cohen, un spécialiste du renseignement qui n'est pas particulièrement pro-poutinien, mais qui doit voir les choses en face, rappelait. Oui, alors évidemment, dans son rôle, la présidente de la commission électorale, Ella Pamfilova, a fait l'éloge d'une campagne électorale très propre et très responsable en assurant que la commission électorale centrale n'avait reçu que 459 plaintes au total sur différentes violations du processus électoral. 459 plaintes étant décompte des voix ou autre. Bon, mais dépêche suivante maintenant, l'armée de terre française se prépare aux engagements les plus durs selon le chef d'état-major. Ouais, là, fallait quand même revenir là-dessus parce que la rhétorique de Macron. Beaucoup disent que c'est uniquement pour appâter le chaland pour les élections européennes et isoler le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon, je fais vraiment mon vieux là-dessus. Mais en effet, le Rassemblement National est crédité dans les sondages d'une confortable avance pour les élections européennes. Pourquoi ? Parce que les élections européennes sont des élections où la mobilisation de l'électorat est absolument décisive. Les gens qui vont voter sont des quasi-militants. En fait, on a un recouvrement entre militants et électeurs qui est le plus fort. En fait, les élections européennes sont celles où le recouvrement militant-électeur est le plus fort. Et ça vous donne une grande force pour le Rassemblement national. Après, vous avez d'autres partis qui peuvent être d'ailleurs plus ou moins influencés par la CIA, comme les partis formés par ceux qui avaient soutenu la guerre en Irak en 2003 et qui ont fait carrière en politique entre-temps. Mais là, en l'occurrence, le Rassemblement national a une avance. Alors, du coup,
et c'est ce qu'a fait Gabriel Attal. Bon, c'est de la politique, je vais même pas le juger, hein, c'est de la politique politicienne. Il fallait bien qu'il s'y plongeât, hein, s'il veut devenir un jour président ou calife à la place du calife. Et Attal a quasiment accusé le RN d'être en fait une cinquième colonne de Poutine. Donc, dans ce rôle-là, le discours va-t-en-guerre pourrait avoir une simple fonction électorale. Mais il a quand même des conséquences qui sont graves. D'abord, la France aujourd'hui, avec ses 80 000 personnels d'actifs, est pas du tout en mesure de se déployer frontalement à Odessa contre une armée russe. Cela dit, il y a d'autres façons d'agir, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le tripwire. Alors tripwire, je ne sais pas comment c'est traduit dans le jargon militaire ou plutôt stratégique français, mais tripwire, ça veut dire un truc qui déclenche un piège. Donc vous avez un fil, quoi, vous trébuchez sur un fil et une bombe explose. Donc le principe de troupe tripwire, c'est ce qui avait été fait par les États-Unis et l'OTAN en général à Berlin. Berlin était indéfendable pendant la guerre froide par les troupes qui étaient présentes puisque Berlin était totalement encerclé par le pacte de Varsovie. Mais l'idée était que les Américains allaient stationner suffisamment de troupes à Berlin pour qu'en cas d'invasion, il y ait suffisamment de morts pour que ça déclenche une guerre totale et mondiale. Et c'est ça donc des troupes tripwire. Ça c'est possible, la France peut tout à fait en déployer. Alors ça, sur le plan politique, là je vous parle simplement sur le plan stratégique, mais sur le plan politique c'est grave, hein, parce que c'est rapprocher l'Europe et les nations européennes de la Troisième Guerre mondiale et de la guerre nucléaire sans être passé par le Parlement, sans être passé par la représentation populaire. C'est extrêmement grave. Les Français doivent s'exprimer et doivent être consultés par référendum avant le déploiement d'une stratégie de type tripwire en Ukraine. Et c'est pas le cas. Du tout. C'est pas le cas du tout. Et politiquement, c'est grave. Maintenant, sur le plan stratégique, oui, c'est faisable. Et même avec si peu de personnel d'active, en effet, la France peut le faire. Elle peut le faire de plusieurs façons. La France pourrait se déployer en Moldavie. Alors, il y a bien sûr la chaîne History Legends que je vous recommande très vivement, qui est une des meilleures chaînes anglophones, si ce n'est la meilleure chaîne anglophone sur le conflit ukrainien. Et qui a, parce que son fondateur est francophone, il est québécois, et donc il comprend très bien la politique française et il l'analyse très bien. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Et une des possibilités dont il parle est que la France essaye notamment d'opérer en Moldavie, en Transnistrie, pour saisir des dépôts de munitions qui se trouvent être au standard du pacte de Varsovie, au standard russe, pour pouvoir les fournir à l'Ukraine. Ok. Bien sûr, une autre stratégie de tripwire serait de déployer des troupes françaises à Odessa pour empêcher les Russes de menacer Odessa, puisque ce n'est qu'une question de temps aujourd'hui avant que l'Ukraine ne soit complètement séparée de son littoral. Maintenant, pourquoi c'est important de revenir sur cette notion de tripwire ? Parce que c'est ce que doivent faire les casques bleus normalement. Et en fait, on en parle maintenant et on va en parler de plus en plus parce que ce sera dans la rhétorique. Et ça sera donc dans le narratif, dans les médias. Mais en réalité, ce que certains médias malhonnêtes vont oublier de vous dire, c'est que oui, il était dans l'intérêt français et même de l'OTAN, en tout cas des peuples européens, pas forcément de l'OTAN, de déployer des troupes à fonction stratégique tripwire en Ukraine, mais dans le Donbass, pour faire respecter les accords de Minsk. Et c'est ça le point le plus important dans l'analyse, c'est-à-dire que maintenant, il va vous être présenté par une certaine presse qu'on a un déploiement tripwire courageux de soldats français, et que ça va permettre à l'Ukraine de préserver son littoral potentiellement, puisque vous aurez des troupes françaises à Odessa, ce qui signifiera que si l'armée russe entre dans Odessa, elle entrera de facto en guerre avec l'armée française, même si la représentation populaire n'a pas été consultée en cela. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'en réalité, ça fallait le faire dans le Donbass avec des casques bleus. Et que le principe même des casques bleus, c'est de déclencher un tripwire en cas d'invasion. Puisque le principe même du déploiement des casques bleus, c'est de dire, si vous occupez une zone où se trouvent les casques bleus, vous entrerez de facto en guerre avec tout le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est constitué de puissances nucléaires. Et on peut aussi utiliser des casques bleus qui ne sont pas issus de membres permanents du Conseil de sécurité, je pense à l'Inde ou au Pakistan,
Et c'est ce que j'avais recommandé à plusieurs reprises. J'avais dit que, en effet, si on avait voulu éviter une attaque russe sur l'Ukraine, il était possible de faire respecter les accords de Minsk en déployant des casques bleus dans le Donbass. Ça n'a pas été fait. Pourquoi ? Parce que Victoria Nuland et les Faucons, dont Blinken fait partie, mais Blinken a mis de l'eau dans son vin depuis, notamment parce que Blinken doit arbitrer entre l'Ukraine et Israël et entre le fait d'aider Israël face à l'Ukraine, alors que Victoria Nuland voulait faire escalader cette guerre. Et Victoria Nuland, pour l'instant, sa position est en minorité politique. Je dirais pas qu'elle a complètement échoué, mais elle est en minorité politique à Washington. Donc aujourd'hui, Washington serait plutôt pour une désescalade en Ukraine. Cela dit, la CIA, qui a organisé le coup d'État de 2014, c'est plus un secret pour qui que ce soit aujourd'hui en Ukraine, justement pour qu'un pivot très important de la géopolitique gazière européenne passe dans le camp pro-américain. Eh bien, elle ne voulait surtout pas que des casques bleus fussent déployés dans le Donbass, surtout pas. Donc c'est assez navrant pour moi de voir qu'on parle d'un déploiement de type Tripwire sans les Nations Unies. Bien sûr, c'est pas des Indiens, c'est pas des Pakistanais, c'est pas des Indonésiens qu'on va déployer. C'est des membres de l'OTAN. Ceux qui augmentent, bien sûr, les risques d'une troisième guerre mondiale. Mais ça revient à la mode aujourd'hui et les médias nous en parlent, alors qu'en fait, il aurait fallu le faire il y a au moins 10 ans maintenant, enfin 2014. Dès 2014, il fallait déployer des casques bleus dans le Donbass, et en tout cas au moins depuis les accords de Minsk. Et ça n'a pas été fait, et je peux bien sûr que le regretter et clore la version publique de cet octogone sur cette analyse.